Est-il possible de perdre la vue et de continuer à exercer son métier de médecin? C'est la question que nous avons posée à notre invité. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne DV Lancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être l'entrepreneur que je suis. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur nos chaînes YouTube et Facebook, qui ont partagé nos vidéos et surtout qui nous ont envoyé des messages de soutien. Il est vrai qu'on a reçu énormément de messages privés, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais ne vous en faites pas, nous prendrons le temps de répondre à chacun de vous. Cette chaîne a été créée pour apporter de nouvelles solutions aux déficients visuels, sortir de leur zone de confort, se lancer dans leurs idées ou projets entrepreneuriaux et surtout s'émanciper. Les maladies de la vue ne font pas de sélection. Elles peuvent toucher tout le monde et bien évidemment le corps médical. Ça peut parfois être un sujet tabou, certains n'osent pas en parler, mais notre invité a accepté de nous en parler et nous sommes très heureux de la recevoir sur notre chaîne. Avant de faire entrer notre invité, je vous invite à faire 3 choses. Vous abonner sur la chaîne YouTube et la chaîne Facebook, partager la vidéo et surtout envoyez-nous vos commentaires parce que nous avons besoin de vos commentaires pour continuer à faire des vidéos de qualité. Merci à vous de nous suivre et à tout de suite. Bonjour Anne-Claude. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté l'invitation sur notre chaîne DV Lancez-vous et nous sommes très heureux de te recevoir. Merci, c'est un plaisir pour moi. Alors présente-toi parce qu'on veut un peu savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et ton parcours en général. Je m'appelle Anne-Claude, je suis médecin, je travaille à l'hôpital et je suis toujours en activité. Je voyais bien jusqu'à à peu près 5 ans où je n'avais besoin d'aucune adaptation. J'ai rencontré beaucoup de monde, personnes qui ont un handicap visuel, des chercheurs, des pharmaciens, mais j'ai jamais rencontré de médecin. Ton parcours était très intéressant parce que je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. D'après ce qu'on a eu à discuter, je pense qu'il y a d'autres médecins dont tu m'as parlé qui ont aussi la rétinite pigmentaire. Mais c'est intéressant de connaître et d'apprendre un peu le parcours du corps médical aussi qui est touché par la maladie de la vue. À quel moment tu as appris que tu avais la rétinite pigmentaire? J'étais déjà étudiante en médecine, je devais avoir 18 ans quand j'ai appris que j'étais atteinte. J'avais une maman aussi qui était atteinte, chez qui on a mis le nom de rétinite pigmentaire très tard. Et puis à l'époque c'était moins flagrant, ça c'est beaucoup plus récent. Et au contraire, comme je faisais beaucoup de choses, que j'étais toujours en mouvement, à la rigueur, si je tapais de temps en temps un petit peu dans un poteau, c'est plus, ah bah ouais, t'es crevé, tu dors pas beaucoup, tu fais beaucoup de choses. En fait, c'était ce qui te rassurait, en fait. Oui. Mais tu avais toujours ancré quand même que tu avais la maladie qui était là. Est-ce que tu te disais qu'elle devait être déclenchée un jour plus sérieusement, ou pour toi c'était de toute façon ça va? Je l'ai mise dans un tiroir. Dans mon cerveau, elle était de côté. Et à quel moment alors tu as senti que là il y a quelque chose qui se passe? Je pense qu'il y a eu un choc quelque part. Alors tout au départ, il y a une quinzaine d'années où j'ai commencé vraiment le soir à moins voir. J'ai arrêté de conduire la nuit ou uniquement sur des grands axes mais pas en ville. Mais je pouvais encore me déplacer en ville la nuit, je sortais sans problème. Ça a commencé à me gêner pour les déplacements de la vie courante. Alors qu'avant ça ne me gênait pas du tout. Et quand ça a commencé à te gêner, est-ce que tu t'es dit tiens, c'est quoi la suite? Ou c'était une petite déprime? Non, c'est pas une petite déprime, on peut pas dire ça, non. C'est une grosse déprime, c'est la descente aux enfers, c'est l'enfermement dans soi, progressif, de plus en plus, on se renferme. Moi je m'en suis pas trop rendu compte, mais je suis devenue agressive avec les gens qui m'entouraient. Dès qu'il y avait un petit grain de sable qui enrayait un peu le système, je n'arrivais plus à prendre ce par la rigolade. Au départ c'était, on pouvait me traiter de miro, je me traitais moi-même de miro quand je tapais un peu à droite, à gauche, dans des portes ouvertes, dans un chambranle de porte que je visais mal. Au départ j'en rigolais, à un certain moment on n'arrive plus à en rire, et c'est vraiment l'enfermement et il n'y a plus d'avenir. Et c'est la descente vers la mort. Ça fait peu de temps que j'arrive à mettre le mot d'ailleurs, mort, dessus. Alors qu'elle était constamment présente à ce moment-là, à échéance très très courte. Je n'en parlais pas. Là maintenant je peux te le dire, parce que j'ai entendu Gérard Muller le dire la semaine dernière, qu'il avait eu envie de se flinguer. J'avais fait plusieurs scénarios possibles. Je suis médecin, donc j'ai les possibilités... Tout est là. Et maintenant je peux le dire, il y avait tout chez moi pour le faire. Ça a été vraiment
réfléchi, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait vivre sans voir ou en voyant très peu. Je ne pouvais pas imaginer perdre mon autonomie. Et perdre en fait, là, c'était quand même ton ego de médecin, quand même, quelque part. Peut-être aussi. Et puis j'espérais sans espoir, tout en ayant de l'espoir. C'est très confus ça, parce qu'on sait que la recherche est très lente. Et je sais que ma maman, quand elle en parlait, je la faisais un peu... Ouais, ok. Elle me disait, oui, pour moi c'est trop tard, mais pour toi, et surtout pour mes petits-enfants, donc ma nièce et mon neveu qui sont atteints, pour les générations suivantes, ce sera bon. Ils sont atteints ? Oui. Ah d'accord. Ah oui, nous, à toutes les générations. Ah ouais, j'ai ma nièce qui elle est aussi étudiante en médecine. Elle a une restriction déjà conséquente du champ visuel, mais qui ne la gêne pas dans la vie courante. Celle qui me donne le bras quand on va manger le soir ensemble. Ou qui me dit de temps en temps commencer à en avoir plus à côté de l'assiette que dans l'assiette. C'est pour ça, aller au restaurant, ça devient quand même très difficile. Et il faudrait... C'est tout à fait ça. C'est la maternelle en fait. Donc oui, toutes les familles, toutes les générations sont atteintes. Maintenant, je peux en rigoler. Bah, il faut en rigoler. Mais ça fait... faut en rigoler. Je sais ce que c'est. Il y a un moment où c'est quand même très difficile. Il y a un moment où il n'y a plus de possibilités devant soi. Et à ce moment-là, on a besoin de personnes qui viennent nous chercher, qui viennent nous prendre la main pour nous tirer. Bah, il faut déjà accepter la main tendue aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte facilement la main. Je pense qu'il faut être au plus bas pour l'accepter. Au départ, on l'accepte pas, on la refuse. On nous met devant des situations où on ne peut plus refuser. La première fois, c'est la personne, professeur Dolphus, qui me suit donc à Saint-Gène pour ma rétinite, qui est donc médecin et surtout qui fait de la recherche donc sur les maladies génétiques oculaires. Et en fait, le professeur Dolphus m'a pris la main à la fin de la consulte. Il m'a dit, là j'aimerais quand même que vous voyiez quelqu'un de l'équipe qui était la psychologue. Il me dit, je voudrais que vous parliez avec elle, après vous déciderez ce que vous voulez. Ça aurait été très impoli de dire non, ça ne se faisait pas. J'y suis allée, bien sûr très rapidement. La psychologue m'a dit, bon, j'ai le paquet de mouchoirs, j'ai l'habitude, je fais pleurer les gens. J'ai pas dit où j'en étais. Quand j'ai compris qu'elle risquait de me dire est-ce que j'avais vraiment des idées morbides, bien sûr que j'ai répondu non. J'avais trop peur de la suite, puisque je connais ce qui peut se passer. On t'interne carrément après, quoi. Bah oui, tout à fait, ça je ne voulais pas. Je gardais en tête ma possibilité de faire ce que je devais faire. J'avais pas l'impression que qu'elle pouvait m'aider. Finalement, au bout d'un moment, j'ai eu cette soupape qui s'est un peu ouverte. C'est comme si j'avais été une cocotte minute qui tournait, dont la vapeur n'arrivait pas à sortir, et subitement elle a réussi à un peu s'évacuer, tout en restant quand même en pression. Alors bien sûr, sur le coup, je lui ai dit oui, c'est le printemps, je vois un peu mieux, donc c'est pour ça que ça va mieux. Mon responsable de service qui a mis les mots dessus en me disant tu as peur de perdre ton travail. Oui. Donc il m'a dit, non, de toute manière, on n'a pas le droit de te mettre dehors, ton poste, il est là, bien sûr, on va peut-être adapter ton poste, tu n'auras peut-être pas le choix, mais on ira au fur et à mesure. Et à l'époque, je faisais encore des gardes. Quelle était ta spécialité déjà? Et après, je travaillais en réanimation, au départ au bloc opératoire, ensuite en réanimation, endormie. Tu t'endormais juste avec tes anesthésistes? Oui. D'accord. Endormie. C'est pour ça que tu cavaleries. Bah oui, tout à fait. D'accord. Attends, la réanimation, quand même, tu rencontres des familles. Oui. C'était ça le problème. Ça a été ça les problèmes. Est-ce que les familles s'en rendaient compte? Un petit peu? Je pense à la fin, oui, mais pas au début. Mais mon responsable a dit je vais en parler au chef de service qui m'aide. Est-ce que déjà, au départ, quand tu as intégré l'hôpital, on savait que tu avais la rétine pigmentaire? Non, tu l'as pas dit? Je l'ai pas dit. Je l'ai dit parce que j'ai commencé par dire pardon à des machines. Quand je tapais dedans, ça c'est les internes qui m'ont fait remarquer, je m'en rendais même pas compte. Plutôt que de ne jamais taper dans les jambes, pas s'excuser, avoir l'air
donner l'impression qu'on est impoli, bon, on s'excuse que dès qu'on tape quelque chose. Et c'est l'interne qui était en train de se marrer à la fin et qui me dit non mais t'es trop résine, tu dis pardon à une machine de dialyse quand tu la tapes. Je m'en rendais même pas compte. Et là, oui, bon, et tous se marrent en disant ouais, mais ça fait longtemps que tu le fais. Qu'on en rigole, parce que tu continues quand même à parler, à présenter tes patients, mais ou tu t'excuses quand tu tapes dans le lit. Je dis ah bon, d'accord, ok. Je ne le savais pas. Enfin, je m'en étais pas rendu compte. Donc ils s'en sont rendus compte. Et il y en a. Alors quand je disais bah oui, bah j'ai plus de rétine périphérique, je vois juste devant moi. Ah oui, alors parce que ça s'est réduit progressivement en concentrique. Alors elle me dit ouais, puis je dis je vois non plus pas bien toutes les couleurs. Je me souviendrai toujours d'un de mes collègues qui me dit mais tu vois en noir et blanc. Je dis bah non, non, je vois pas en noir et blanc, mais comment dire, je vois pas toutes les couleurs. Bon, à l'époque, j'en voyais quand même, je les voyais encore pas mal. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai vu mon chef de service, il a commencé à m'en parler. Alors, en plus, il était un peu sur des œufs, il osait pas, et puis il s'excusait toujours. Au contraire, ça m'aidait. Mon poste est totalement adapté. J'ai plus de contact patient, ça me manque. Au départ, énormément. Au départ, faire de l'administratif. Enfin, c'est pas que de l'administratif, hein, il y a quand même du médical, mais le contact patient me manque. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais maintenant une formation d'hypnose, pour reprendre un peu le contact patient. Qui est important. Le personnel de l'AREA m'aide énormément, hein, les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, bien sûr les internes, tous mes collègues également, tout le monde m'aidait en me disant attention, ou poussait ce qui était sur le passage, ou essayait de me prévenir. Quand on est en réanimation, on donne rarement malheureusement des bonnes nouvelles. Au départ, surtout, on annonce que potentiellement la personne peut décéder, que le pronostic vital est engagé. Donc en général, on a pas mal de personnes de la famille qui viennent. Je tendais la main à plusieurs personnes, puis non, c'était en général l'interne qui me faisait, en me disant il y a quelqu'un encore à gauche, et là je me disais, je tendais la main en me disant pourvu que la personne vienne vers la main. Je tendais la main au départ, et surtout pas j'anticipais. Donc après, j'ai mis plein de stratégies. C'est aller voir les familles dans une salle de réunion. Comme ça, je disais à l'interne, bon, bah, tu les installes, j'arrive après. Et comme ça, après, j'allais vers la chaise vide. Enfin, je disais d'abord où j'allais me mettre. Et comme ça, j'avais pas besoin de tendre la main. Est-ce que pendant ton parcours, ton exercice, en fait, tu as eu une erreur médicale? Jamais. Non. Tu n'as jamais toujours fait attention? Ah oui. Parce que l'endormissement, quand même, étant malvoyante, endormir, c'est pas ça le problème. Hein. Tout le monde peut endormir. C'est réveiller le plus important. Ah oui. Non, non, parce que, alors déjà, des erreurs médicales, c'est plus notre cerveau qui fonctionne, c'est nos connaissances. Est-ce que tu peux nous dire ta rencontre avec la canne blanche? C'était quand même, c'est une rencontre qui bouleverse tout le monde, hein, je sais, parce que moi, je suis c'est pas une porteur de canne, mais... C'est pas une rencontre facile, et c'est pas une rencontre brutale. J'avais plus le choix. J'ai commencé à tomber. Bon, je fonçais d'abord dans tout. Je tombais sur les petits poteaux dont on a tous horaire. En tout cas, tous ceux qui ont des réductions de champ visuel vers le bas. Au départ, c'était pas grave. On me prenait pour comme j'ai dit tout à l'heure, une tête en l'air. Et au bout d'un moment, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai commencé par prendre un parapluie blanc. Je me disais, pourvu qu'il pleuve pas, j'aimais bien quand ça menaçait, mais qu'il ne pleuvait pas. J'avais une réduction de mon périmètre de marche, d'activité due à ma vue. Je ne me déplaçais plus que dans les lieux que je connaissais. Je n'allais plus du tout à l'inconnu, donc je me refermais de plus en plus sur moi-même. Il y a eu des PH, donc la maison départementale des personnes handicapées, qui me proposait une aide pour les déplacements, pour aller travailler, d'aménagement chez moi au niveau des luminaires, qui m'aident dans mes gestes de la vie courante. Donc là, pour la première fois, proposition, prendre contact avec le SAVS Les Cannes Blanches. Le mot les cannes blanches. Difficile. Tout de suite, plan de décor, les cannes blanches. Ouais, mais bon, petit pex. On efface, on met de côté. Je veux bien SAVS, mais pas ce qui suit derrière. Bon, peut-être que je peux me tromper, que c'est peut-être deux choses différentes. Et surtout que les cadres sont magnifiques, hein. C'est des filles très belles, les cannes blanches. On travaille beaucoup ensemble. Ouais. Ensuite, deux personnes, un ergothérapeute et une autre personne qui me disent non, il faut les contacter. Elles n'apprennent pas uniquement à se déplacer avec la canne.
un petit mensonge, on va dire, mais c'est pas grave, heureusement ils ont bien fait. J'ai pris contact avec donc, le SAVS, les cannes blanches, et de fil en aiguille, bien sûr, ils m'ont dit, de toute manière, il faut quand même apprendre à se déplacer avec une canne, même si vous ne l'utilisez pas, ça va vous aider. Donc j'ai commencé à prendre des cours de formation, c'était 1 heure par semaine. Au bout de 4 à 6 cours, Rachel m'a dit, oh, il faudrait peut-être commencer à penser à en acheter une. Ouais. Et il se trouve que dans les mêmes périodes, il y a une chute qui a été vraiment le déclic parce que je me suis vraiment fait mal. Un soir où je voulais marcher, je sortais de l'hôpital, j'étais à moitié sur une piste cyclable et à un moment il devait y avoir une racine d'arbre qui devait bouger, je pense, enfin être surélevé de macadam. Mon pied s'est pris et je suis tombée, mais à plat, parce qu'il y avait des voitures. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à plat sur la face. J'ai été abîmée au menton, à la lèvre, au nez, enfin... Puis le matin, je m'étais pris, je ne sais plus trop quoi, j'avais un néon sur le front. Donc la face était pas mal abîmée, et surtout, en fait, j'ai eu très très peur. Parce que sur le coup... C'était un combat de boxe que tu faisais tous les jours. Tout à fait. C'était un UFC ou... Mais sur le coup, en fait, je me suis dit, j'aurais pu me fracturer la mâchoire, tellement j'ai tapé fort. Et là, je me suis dit non, ça je peux pas. Moi, je me souviens, je suis arrivée au tram, j'étais en train de me cacher avec mon écharpe, tout pour pas qu'on voit. Puis je pleurais, je devais pleurer de nervosité, de frustration, de rage. Et là, je me suis dit non, même ça, je peux plus faire. Je veux marcher. 500 mètres, je ne peux pas parce que je suis en milieu hostile et en fait, je suis en milieu hostile dès que je sors de chez moi. C'est comme on dit souvent pour un handicapé visuel, déjà sortir de chez lui pour aller chez le boulanger, c'est déjà une aventure. Ah oui, non, mais le boulanger, on n'en parle pas, il faut montrer 4 marches et il peut y avoir des personnes, on n'est pas les seuls. Donc, on va rentrer dans quelqu'un. Tu parles de la boulangerie, mais tous les magasins, on ne sait pas quand c'est à nous. On ne sait pas s'il y a encore quelqu'un qui attendait devant nous. Donc, en plus, on se fait agresser en disant, mais... C'est bon, je suis devant vous, c'est pas la peine de me passer devant. Je vous ai pas vu. Et même maintenant, quand je vais au marché avec la canne, c'est un peu... c'est toujours mon angoisse de passer devant quelqu'un, parce que toutes les personnes ne sont pas toujours très agréables. J'ai effectivement acheté la canne au départ. On l'utilise une fois entre 2 coups. Et en 1 an et demi, je suis devenue, comme je dis à Rachel, addict à la canne. J'aime pas, parce que tu n'aimes pas ça, mais... Souvent, ce qu'il y a là, c'était en fait une libération. Tout à fait. On marche plus vite, on marche mieux, on souffle, on peut respirer, on n'est pas constamment... On est libéré, en fait. C'est une libération, en fait. Et maintenant, franchement, dès que je suis à l'extérieur, je prends la canne. Alors, sauf dans l'hôpital. Justement, c'est que j'allais te poser la question. Quel est le rapport avec la canne et à l'hôpital? Est-ce que tu la portes? J'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas c'est bloqué, c'est impossible. C'est impossible, elle se ferme. Enfin, je la plie dès Pourquoi? Parce que tu te sens plus... Je suis pas médecin quand j'ai une canne. D'accord. Et j'y arrive pas, ça passe pas. J'ai plus le choix parce qu'ils ont mis des pierres dans l'hôpital pour empêcher les voitures de venir. Ils font ça pour toi. Oui, c'est exactement. La fois où ils en ont mis 2 de plus, le jour même, j'écrivais un mail au médecin du travail en disant non mais je leur ai demandé déjà de mettre des poteaux verts avec les bouts blancs parce que ça j'arrive à les voir. Et ils mettent là, c'est des gros rochers en grès rose des Vosges. Je les hais. Pareil que c'est beau, je les hais. On fonce, c'est pas droit, c'est pas rond. Notre cerveau peut pas totalement les imprimer, c'est pas... Donc on va se prendre un angle, on va bien les voir de loin, mais quand on arrive juste devant, on ne les voit plus. Donc il n'y a que la canne qui permet de les détecter, donc je suis obligée de les mettre, parce que ça fait quand même 1 an et demi, voire 2 ans que l'hôpital doit les retirer, mais ils n'ont toujours pas fait. Je pense que l'architecte n'a pas les mêmes problèmes que moi, c'est moi qui tombe. Donc maintenant, de plus en plus, je passe ce passage avec la canne et après je l'arrange. Est-ce que tes patients... Non, il faut pas. J'espère, enfin peut-être, mais moi ils t'ont vu peut-être, mais toi t'as pas vu. Oui, c'est ça le principal. Maintenant ça va, c'est plus le problème ça. Comment tu vis ton handicap maintenant? Alors justement, je me refermais de plus en plus, je partais plus en vacances, je faisais plus de sport. Ça c'est terrible quand on a l'habitude d'en faire. Ne plus aller à la piscine, j'allais en salle de fitness. On se sent enfermé, prisonnier de son corps. À un moment, on n'arrive plus à sortir. Et l'été dernier, à un moment, j'en pouvais plus. J'en avais marre. Je me disais, mais j'ai mené une vie qui n'a aucun intérêt. C'est plus que boulot dodo, c'est bon, quoi.
Et donc j'avais mis vacances pour déficients visuels sur le net. Premier association Valentin 8, j'ai téléphoné, je suis tombée sur des gens très sympas, enfin qui nous aident et qui nous déculpabilisent finalement d'être en situation de handicap, d'être déficient visuel. Ce n'est plus un problème, ça devient presque la normalité. Ils nous disent oui, bon bah finalement je suis allée au Maroc dans un voyage où je pensais déjà être allée à Marrakech, mais finalement j'ai pas du tout découvert le pays comme avant. Quand j'ai dit oui, mais bon, ok, on va en vacances, mais après, moi le problème, j'oublie toujours quelque chose dans une chambre d'hôtel. Elle me dit oh, bah non, mais ça c'est pas un problème, de toute manière on passe dans les chambres, on passe derrière vous. En fait, on devient la normalité. Et ça, ce premier séjour vacances, d'être avec des non-voyants, des malvoyants, ça t'a marqué? Ah oui, parce qu'on redevient normal. On devient comme les autres. Ordinaire. Oui, ordinaire, on se déplace, finalement on n'a pas besoin de demander, on n'est pas différent des gens qui nous entourent. Même si on est la moitié de déficients visuels, la moitié qui nous aident, on est tous pareils. Ça me manquait de ne plus faire de ski, de snow, de rando. Ils m'ont dit bon bah on a des raquettes, un séjour raquettes, faut venir. Et j'y suis allée pareil, où là on fait des raquettes comme des voyants. On a quelqu'un devant nous, les passages délicats c'est sûr ils nous les décrivent, où on prend le bras, on prend un bâton, enfin mais on a cette sensation de liberté à nouveau qui revient, d'espace, de respirer l'air, de revoir la neige, enfin la voir comme on la voit, on nous l'a décrit. J'ai refait de la randonnée cet été, super. Et je me disais, mais c'est bien beau, j'ai des voyages, il n'y a rien d'autre. Mais sur Strasbourg, il y a l'exclusion, il y a toujours cette impression de ne plus avoir d'amis. J'ai encore une amie ici, c'est Claire, qui elle, qui vient, on essaye de se voir moins une fois tous les 15 jours. C'est très sympa, mais sinon les autres, on se rend compte, on n'est plus invités. Justement, ça y allait te poser la question avant de... C'est l'exclusion. C'est comment la relation avec les amis aujourd'hui. D'accord. C'est plus du tout comme avant, on est exclu, on se sent exclu. Peut-être parce qu'on s'exclut soi-même, mais on se sent exclu. Souvent on a l'impression qu'on nous exclut. Bon, c'est vrai aussi qu'on exclut quand tu es en handicap, mais j'ai connu Jean Nerva, le regretté Jean Nerva, qui disait « je n'ai plus d'amis, mes amis ne me parlent plus ». Mais après, on se posait la question, est-ce que c'est toi-même qui ne t'exclus pas? Parce qu'on te voyait autrement avant. Et aujourd'hui, tu n'as pas envie de te faire voir comme tu es maintenant. Je sais pas. Super dynamique, qui était toujours... Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que je me rends compte qu'avant, je sortais pas mal, il y avait des sorties de service, je sortais. Là, s'il y a une sortie de service, il faut que je demande à quelqu'un de venir me chercher ou de m'aider. En fait, et ça, c'est très désagréable. Même tes amis. Oui, puis quand je disais tout à l'heure par rapport au séjour vacances avec la VH, on mange, on va nous couper la viande sans qu'on nous le demande. Ils se rendent pas compte, mais ils vont rigoler en me disant ils vont juste faire t'as pris un trop gros bout. Ben oui, je l'avais pas coupé, mais je peux pas le savoir. J'avais mal coupé, il y a tout qui vient en même temps. Ils vont rire. Alors bien sûr, je vais rire avec eux, mais intérieurement, je ris jaune parce que je me dis, je mange salement. Même dans des mariages, on y va. Mais tout le monde, au bout d'un moment, change de table, va discuter. Moi, je peux pas changer de table, alors je suis là comme une idiote à rester et attendre qu'on vienne me parler. Parce que si je me lève, je peux tomber sur un enfant et je sais pas. Tu es prisonnière, comme Gérard dit souvent, tu es prisonnière de toi-même en fait. Tout à fait. On est prisonnière de son corps parce qu'on ne peut plus le déplacer comme on veut. Moi, je me disais, mais c'est bien, maintenant je pars en vacances, j'ai des objectifs, c'est très bien. D'ailleurs, j'en ai plein pour l'année prochaine que je me suis déjà mis pour pas me faire prendre par le temps parce que les places sont toujours très limitées quand même. Je dis il faut que je trouve quelque chose sur Strasbourg parce que ça m'a plu. D'ailleurs dernièrement il y a un jeune dentiste et je lui dis je me sens exclue vraiment là c'est de plus en plus difficile. Il me dit mais faut que tu rencontres d'autres déficients visuels, t'as pas le choix. Il me dit ça, il faut que tu le fasses, il faut que tu arrives à le faire, à passer ce cap. Le jeune, il a moins de 30 ans. Ça a été exceptionnel. C'est fort ce que tu dis, parce que c'est important ce mot-là, passer le cap. Et c'est très très dur. Et donc,
à nouveau, hein, merci Internet, hein, heureusement qu'il existe, hein, parce qu'on peut pas aller lire ce qu'on nous propose, hein, faut pas l'oublier que c'est, enfin, on peut, mais ça devient difficile, c'est fatigant, c'est assez épuisant. Donc le net, en plus j'ai un poste adapté à l'hôpital, on peut l'agrandir. On peut agrandir. Oui. Le contrôle plus, on le connaît tous. Qu'est-ce qu'il aide? Les autres se disent, oh purée, on voit quasiment plus rien. Il y a 3 phrases sur son nom. Mais bon, ça y est. C'est notre quotidien, c'est notre quotidien. Et merci Google, hein, même si on n'aime pas les GAFA et compagnie, mais de temps en temps quand même ça nous aide bien. La technologie, elle est ce qu'elle est. Mais qu'est-ce que ça apporte une solution de vie aux handicapés visuels? J'ose même pas dire qu'est-ce qu'on faisait il y a 50 ans. On dit que des noms, souvent, même, oui, parce que quand je vois ce que je fais, mon métier, ou tout ce que je fais, c'est grâce à Internet, grâce au grossissement, grâce à cette technologie qui évolue. Mais quelque part aussi, on dit, bon, la technologie et l'homme, machin, voilà, il y a plus de machines aujourd'hui, mais on a besoin de ça. Grâce à Google, hein, qui nous aide, j'ai dû mettre randonnée, pour déficients visuels ou sport. Je sais plus ce que j'ai noté. Premier, association vue d'ensemble. Bon, on ouvre le premier lien. Hein. Et là, qu'est-ce que je vois? Himalaya. J'ai déjà fait un trek dans l'Himalaya, dans le Sikkim, il y a 15 ans à peu près. J'aime beaucoup marcher, j'aime la rando et compagnie. Et là, je vois Himalaya et en fait, ça me parle, c'est le déclic. Puis en même temps, visiblement, c'est déjà quelque chose qui est bien mené, on peut pas rentrer dedans, c'est déjà fait. Il y a 3 ans, c'était les jumelles Walter, avec qui je suis, justement la famille Walter, Léa et Chloé, qui sont des malvoyantes. Et justement, la maman dit qu'elle a rencontré Vue d'ensemble avec Défi Baïkal. Elle tombe sur Internet, elle voit Défi Baïkal, Vue d'ensemble. Elle dit, waouh, c'est quoi ça? Et là, tu tombes sur Himalaya. Faut toujours qu'on fasse les treks tout le temps. C'est ça qui attire les gens, justement. Bien sûr, mais parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut à nouveau se sentir comme avant. Et depuis, j'ai regardé d'ailleurs le Défi Baïkal, trop top, quoi. Là, c'est juste, pourquoi est-ce que je les ai pas connus avant? Je voyais que le projet Himalaya, il était déjà fait. Ficelé, Ils y étaient pas encore, mais d'ailleurs, on pouvait encore en part prochainement. Mais on pouvait pas s'y rajouter entre guillemets. Et là, je vois aussi tandem. Et comme j'ai déjà fait un peu de tandem avec l'ancienne infirmière de Réa qui est en retraite, et je trouve ça, comme je faisais pas mal de vélo, c'est bien quoi. C'est à nouveau une impression de liberté. Je me suis dit pas mal. Un numéro de téléphone. À un moment, je me dis bon, maintenant de toute manière, je peux pas rester comme je suis, j'appelle. Et donc, je tombe sur toi, elle commence à parler du tandem, puis je sais pas, on discute et tu me dis, ce soir, il y a entre guillemets porte ouverte à la chorale, viens. Tu seras pas obligé de le faire, enfin, je sais plus, et j'ai pas le temps de dire ouf. Tu m'envoies l'adresse, tu m'envoies tout. Je me dis, bon, moi, la chorale, franchement, ça me disait pas. Hein. Enfin, je trouvais que je chantais comme une casserole. Puis bon, pour moi, c'était peut-être un truc de vieux. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais besoin plutôt de bouger, de faire du sport. Donc, je me dis, bon, il me dit d'y aller, je vais voir, quoi. Et on arrive, on connaît Mireille, qui est donc non-voyante, qui est la chef de chœur. C'est une ambiance, il y a des voyants, non-voyants, malvoyants, enfin, on nous explique tout de suite, toi tu vois de gros caractères, plutôt épais, ouais, ok, d'accord. Il faut parler pratique, hein, j'ai pas le choix, faut en parler, voilà combien ça coûte, il faut payer la salle, Ok, vous donnez votre adresse mail et puis vous payez autant et puis vos coordonnées. Ah ok, d'accord, on va le faire. On t'a pris tout de suite. Tu te sens entraîné en fait. On se sent entraîné. Mais il y a une dynamique derrière, c'est ça qui est magnifique. Avec, que ça soit Sonia, Mireille. Tout à fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait une sortie entre guillemets dans la semaine en dehors du boulot. C'est bien. Ce qui est important de souligner, c'est la rencontre avec les associations qui est importante, des gens qui ont un handicap visuel comme toi et comme d'autres. Hein. Je pense que c'est à partir de là, c'est qui ont quand même pu atteindre certains objectifs, traverser les paliers, c'est bien de partager. Je ne sais pas si tu le ressens aujourd'hui, comment tu le ressens? Alors, c'est indispensable. Il est indispensable de rencontrer des associations comme Vue d'ensemble ou la VH ou d'autres, parce que sinon on s'enferme.
Oui. Il ne faut pas s'enfermer et ça nous permet de se considérer comme normal. Oui. Parce que finalement, c'est notre propre regard sur nous-mêmes qui nous bloque. Sans association, on n'y arrive pas. Mais on ne peut pas, c'est progressif, hein. Oui, moi je l'ai vu, ça prend du temps. C'est du temps. Et je pense qu'il faut être aidé. On ne va jamais accepter, on ne va pas y aller, je pense, la première fois, sauf si on est dans une impasse, à pas avoir peur de proposer, il faut être accompagné, vu aussi bien pour les vacances, là, par exemple, la chorale, pour faire des sorties tandem, on a parlé de randonnée, que je voudrais en refaire. C'est vraiment important de ne pas être dépendant uniquement d'une ou de deux personnes qui vont chaque fois nous accompagner et obligatoirement, on va se sentir le boulet. Avec une association, on est nombreux et on ne se sent plus ce boulet qui ralentit tout le monde, qui bloque tout le monde, ce que tu veux dire. Qui oblige les gens à faire attention à nous, peut-être qu'ils vont nous dire « Ah ben non, là on ne peut pas passer avec toi, tu n'y arriveras pas ». Quel conseil pourrais-tu donner aux gens qui ont un diagnostic de la perte de la vue et qui veulent s'arrêter, ceux qui veulent se lancer? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message? Je pense que quand on a le diagnostic, faut pas tout de suite se dire je vais adapter mon métier en fonction de lorsque je n'aurai plus la vue. Déjà, on ne peut pas savoir. On ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas quand on va perdre la vue, on ne sait pas si on va la perdre ou si on va juste avoir une restriction. Moi-même, je ne sais pas comment je verrai dans 5 ans. J'espère voir encore suffisamment pour pouvoir encore travailler. Dans le travail que je fais. Donc je pense qu'il faut s'éclater, il faut foncer, il faut faire tout ce qu'on peut en fonction de notre potentiel qu'on a au moment. Ceux des gens qui ont envie de faire de la médecine, ils font de la médecine. J'ai fait du snowboard très longtemps, j'ai foncé dans des gens, alors de temps en temps je ne dis pas, il y a eu quelques fois où c'était peut-être le manque de champ visuel, mais de temps en temps c'était le manque de maîtrise. Puis bon, quand mon champ, j'ai commencé aussi à ralentir, j'ai fait plein de choses, il faut surtout pas se bloquer, et faut pas écouter les gens qui disent, les gens soi-disant bienveillants qui disent non, ne fais pas ça parce que tu pourras plus le faire après. Stop, faut pas les écouter. Non, on vit. Je suis contre. Et moi, je regrette pas d'avoir fait tout ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai pu. Le déni, je pense que malheureusement, pas le prendre comme une tare, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. C'est une étape. On doit passer par là. C'est important. Je pense que malheureusement, même si on nous prévient, il y aura un passage très difficile. Peut-être plus accepter les mains tendues, peut-être, je sais pas, est-ce que si j'avais vu une psychologue, j'en sais strictement rien. Je ne peux pas donner de conseils à ce niveau-là, puisque je ne le sais pas. Mais en tout cas, il faut vivre comme on peut, comme on veut, le plus longtemps possible, et après, il faut réarriver à vivre Alors, pas l'accepter, hein. Moi je n'accepterai pas. On vit avec, on s'adapte. On s'adapte et on vit avec. On s'adapte, il y a un moment où il y a une perte d'autonomie, puis après, on la réapprend. On la réapprend comme un enfant, comme un petit qui réapprend à marcher. Nous, on réapprend à se déplacer. Et moi, je suis de plus en plus autonome dehors. Alors bien sûr, rentrer dans un magasin, c'est difficile parce que je n'ose pas demander de l'aide. Peut-être que j'y arriverai à un moment. Moi, c'est quelque chose... non, il faut qu'on me la propose. J'y arrive pas à demander. Mais j'arrive de plus en plus à me déplacer grâce aux technologies. Bon, bien sûr, il y a la catch, le demande de chien, mais le GPS, tout à fait. Alors, faut surtout pas écouter les gens qui disent... Puis, ce que je me disais avant, moi, je me suis dit, il faut que je voyage tant que je peux. Alors, au départ, c'était, je voyage à l'étranger tant que je peux, parce que plus on vieillit, plus peut-être on peut plus, on n'a plus la force. Bon, c'était plus, là, d'ailleurs, la vieillesse que finalement la vue. On verra pas comme des voyous, mais il faut surtout pas se bloquer. Il faut continuer à vivre. Si on veut faire du saut en parachute, on fait du saut en parachute. Si on veut faire de l'escalade, on fait de l'escalade. Si on veut faire de la rando, on y va. On peut faire des treks, on peut faire plein de choses. Il faut pouvoir le faire par soi-même d'une manière autonome, totalement, tant qu'on peut, et pas se dire ah ouais mais là non ça peut être dangereux. Je sais que quand j'ai fait un trek dans l'Himalaya par le Sikkim, j'étais avec ma sœur, bien sûr, Sherpa, guide et compagnie, et ma sœur après, elle me l'a pas dit sur le coup, après elle m'a dit mais j'avais constamment peur quand je voyais le voyage. C'était il y a 15 ans, je voyais pas mal encore. Mais j'avais, c'est vrai, quand même déjà une bonne réduction du champ visuel, elle le savait. Donc elle avait peur sur les chemins, chaque fois elle me disait mais j'avais peur, je voyais les précipices, je me disais elle va tomber. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il fallait
pas me dire ah non, et elle me laissait. Quand j'avais le bâton qui tombait dans le vide, c'était ouais, mets-toi peut-être plus à droite, quoi. Et puis voilà, et j'ai pu le faire. Non, il faut pas s'empêcher, il faut pas se bloquer. Il faut surtout pas écouter les gens qui nous disent non, non, on ne fait pas ça. Non, on fait ce qu'on peut au maximum. Super. C'est très très important. J'ai une nièce qui fait des études de médecine, qui au départ voulait être gynéco. Je me disais, ouais, bon, de la chire, elle ne pourra pas en faire très longtemps. Et alors, au bout d'un moment, moi, la preuve, je continue, je fais une formation d'hypnose, et il y a plein d'autres métiers où on peut continuer en tant que médecin. Bien sûr, alors après, j'ai de la chance d'être en hôpital, donc de pouvoir avoir ces adaptations, mais même je pense en libéral c'est possible. Après c'est des déplacements qui vont peut-être, et qu'il va falloir adapter. Il y aura obligatoirement de toute manière, où qu'on soit, il y aura un passage qui sera plus difficile, où il faut descendre entre guillemets très bas pour pouvoir remonter, mais comme après un deuil, en fait on fait quelque part le deuil de notre vue visuelle. Après, on a une vue qu'on adapte, On a une vue du cœur. Oui, et du cerveau. Et du cerveau aussi. Je pense qu'on embellit beaucoup les choses, ou bien peut-être que de temps en temps, on les aggrave, je sais pas. Merci Anne-Claude pour cet entretien. J'étais ravi de le faire avec toi, parce que tu nous as beaucoup appris, et ton témoignage est vraiment important et très fort, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les médecins qui perdent la vue, pour les ophtalmos aussi, pour tous ceux qui sont dans cette situation où ils se disent qu'ils ne peuvent plus rien faire quand ils ont un handicap visuel. Lancez-vous, sortez de chez vous. Et je sais pas si tu as un dernier mot à dire. Foncez, faut pas avoir peur de l'avenir, mais à un moment, de toute manière, il y a cette peur. Et ça, je pense qu'on l'aura tous. On l'a tous eu. Je ne connais pas de personnes qui ne sont pas passées par cette étape. Faut avancer. Et on voit différemment après. Et c'est long. Moi, je sais que je suis allée très bas. Je suis en train de remonter. Je suis pas encore totalement à l'aise, on va dire. Je sens que c'est un long chemin derrière. Mais surtout, il faut pas laisser les gens nous empoisonner notre vie. Je sens que tu es dans une voie, et je te souhaite plein de bonnes choses pour que tu continues à aller vers cette voie. Et vous aussi qui nous regardez, c'est pour vous. C'est important d'avoir votre voix, ne pas s'arrêter sur ce que les gens disent. D'ailleurs, si je le faisais, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et c'est important d'avoir des témoignages comme le tien, et de savoir qu'on peut faire beaucoup de choses différemment, certes, mais on peut faire beaucoup de choses. La preuve, voilà, une future non-voyante totale qui exerce toujours le métier de médecin, et c'est important pour tous les non-voyants, les malvoyants, de continuer. Oui, et on peut continuer à vivre autonome. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à soutenir notre chaîne. Nous serons heureux de lire vos commentaires par rapport à cette interview qui est très riche pour vous, pour nous, et pour ceux qui vont la partager, ceux qui vont la voir. Et je vous dis merci encore de soutenir la chaîne, et à très bientôt sur la chaîne DV Lancez-vous. Au revoir Anne-Claude. Au revoir Lévi, merci. Merci pour tout ce que tu fais. C'est avec l'aide de beaucoup de gens qui sont autour de nous. C'est très important. Merci à toi.